France Inter, 19h. Intersoir. Yves Mourouzi, Bernard Valette, Christian Barquisso, Ralph Pinto et Daniel Potra pour les sports font pour vous le point de l'actualité. Premier jour de la 29e convention républicaine des États-Unis à Miami. Ouverture à Addis Abeba des négociations de paix entre le Nigeria et le Biafra. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit dans 1 heure à la suite de l'incident d'hier entre Israéliens et Jordaniens. Climat de détente à Brazzaville après le retour au pouvoir du président Massamba Deba. État d'exception dans le Pays Basque pour lutter contre les organisations terroristes. Après la victoire en double de Goven et Dominguez, la France a de sérieuses chances de conserver la Coupe de Galéa de tennis. 10 heures ce matin, dans une atmosphère de kermesse, la 29e convention républicaine des États-Unis s'ouvre à Miami, en Floride. Nelson ou Rocky, un outsider, qui sortira vainqueur de la convention de Miami? La question reste en suspens, on n'en saura certainement pas plus avant au moins mercredi soir. Les 1333 délégués républicains ont commencé leurs travaux ce matin. Sous l'emblème de l'éléphant, la Convention nationale doit désigner son candidat aux prochaines élections présidentielles. Richard Nixon arrive en tête des pronostics, suivi de près par Nelson Rockefeller, et puis il y a les possibles, Ronald Reagan et Charles Lindsay. Sur place, nous avons notre envoyé spécial, Jean-Claude Héberlé. Il va être en ligne avec nous dans quelques minutes. Nous reviendrons sur ce sujet, à moins que Jean-Claude Héberlé ne soit présent. Jean-Claude Héberlé. Dans un grand tumulte de cuivre, après l'hymne national traditionnel et le serment d'allégeance tout aussi traditionnel, la première séance de la Convention républicaine a commencé à 10h du matin, heure de la côte est des États-Unis, c'est-à-dire à 15h, heure de Paris. Elle a duré 2h30 entrecoupées de lectures pieuses, de discours patriotiques ou de chants tout simplement profanes destinés à entretenir la bonne humeur des délégués. On a également entendu et vu un homme dont le physique est familier à beaucoup de spectateurs dans le monde entier, l'acteur de cinéma John Wayne, qui a prononcé ce qu'on appelle un discours d'intention. John Wayne, dont le film Les Bérets Verts, à la gloire des soldats américains combattant au Vietnam, connaît un bon succès en ce moment aux États-Unis. Tout cela donc pour l'aspect façade, pour l'aspect publicitaire, et je passe sur les détails en vous signalant simplement qu'on peut repérer très facilement le hall de la Convention à distance, ici à Miami, grâce à un éléphant jaune qui plane à environ 80 mètres au-dessus du toit. Le hall de la Convention, immense, presque invraisemblable par ses dimensions, est une ruche bourdonnante, abritant non seulement les 1333 délégués, mais les centaines de personnes qui composent l'état-major républicain et les centaines de journalistes, photographes, caméramens, opérateurs de toutes sortes qui se dépensent sans compter pour recueillir et expédier les images, les paroles, les commentaires, les supputations vers les 50 États américains et vers tous les pays du monde, ou presque, par satellite notamment. Beaucoup plus de spéculation que de certitude pour l'instant. Il ne semble pas que les chances des uns et des autres aient beaucoup varié depuis hier, et il n'est toujours pas possible de dire si M. Nixon passera ou non au premier tour de scrutin mercredi prochain, ni ce qui arrivera s'il ne passe pas pour M. Rockefeller et Reagan. Il y a une convention dont nous suivrons les travaux tout au cours de nos prochains journaux ce soir et demain, et également mercredi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit dans 1 heure pour examiner la plainte jordanienne contre Israël et la contre-plainte de Tel Aviv. Pour Amman, le raid punitif de l'aviation israélienne contre la ville d'El-Salt hier est un acte de flagrante agression. Le bombardement des camps d'entraînement de l'organisation terroriste Al-Fatah a fait, rappelons-le, 28 morts et 82 blessés. Israël, qui a également demandé la réunion du Conseil de sécurité, considère que la Jordanie a violé plusieurs fois le cessez-le-feu, et la lettre du représentant de Jérusalem aux Nations Unies comprend une liste de 104 incidents survenus depuis 2 mois le long du Jourdain. Ce matin encore, d'ailleurs, soldats israéliens et jordaniens ont échangé des coups de feu et des obus de mortier. Au Moyen-Orient toujours, le gouvernement irakien a décrété une amnistie pour toutes les personnes mêlées
à la rébellion kurde de 1961 à 1966. Plusieurs mesures favorables au peuple kurde ont également été décidées. À Alger, le gouvernement du président Boumedienne a pris des mesures pour accélérer l'enquête sur le détournement du Boeing israélien. L'agence de presse algérienne affirme également qu'Alger répondra cette semaine à la démarche effectuée par le secrétaire général des Nations Unies. Dans le même temps, en Israël, on commence à s'impatienter. Le ministre des Transports de Tel Aviv a déclaré au Parlement que son pays n'acceptera pas un chantage quelconque à propos de la libération de l'avion israélien. À Addis Abeba, la première séance d'ouverture des négociations de paix entre le Nigeria et le Biafra s'est déroulée à huis clos. Les journalistes et les photographes n'ont eu accès à la salle de conférence que quelques minutes seulement avant l'ouverture des conversations. Dans la matinée, l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, avait reçu séparément les délégations du Nigeria et du Biafra en tant que président de la commission consultative de l'Organisation de l'Unité africaine. Un des délégués biafrais s'est déclaré satisfait de l'accueil de l'empereur d'Éthiopie et du ton de la conversation. Sur le terrain, la Croix-Rouge internationale va accélérer l'envoi de secours, mais les difficultés des liaisons rendent très difficiles ces acheminements. Enfin, à Paris, le Secours populaire français lance une campagne de solidarité pour les enfants du Biafra victimes du conflit. Les dons peuvent être envoyés au compte chèque postal à Paris, le 654 37, avec la mention « Enfants du Biafra ». Au Congo-Brazzaville, l'atmosphère est à la détente depuis le retour au pouvoir du président Massemba Deba. On attend toujours la formation du nouveau gouvernement congolais, qui sera sans doute un gouvernement provisoire. Le président Massemba Deba a également pris des mesures d'apaisement. Il a confirmé à leur poste 2 officiers de l'armée congolaise qui avaient participé à son écartement provisoire de la scène politique. Le Congo-Brazzaville pourrait être doté d'une nouvelle constitution dans les mois qui viennent. Pas de scission à l'Est, le bloc socialiste restera uni. C'est l'avis quasi unanime que l'on peut relever dans la presse des pays de l'Est. Prague pousse enfin un soupir de soulagement, surtout après les affirmations rassurantes de M. Dubček. Naturellement, on ne se fait aucune illusion sur l'accord, il s'agit bien d'un compromis qui préserve, du moins en partie, l'avenir du mouvement de démocratisation, mais qui condamne aussi la Tchécoslovaquie à s'intégrer encore plus étroitement dans l'organisation du pacte de Varsovie et dans le marché commun des pays de l'Est, le Comecon. Ces concessions ne sont pas du goût de tout le monde, et particulièrement d'une partie de la jeunesse. Et puis, il faut savoir ce que l'on dit à Moscou après cette conférence de Bratislava, une correspondance de Victor Vraman. La délégation soviétique qui a participé aux négociations avec le président tchécoslovaque et à la conférence de Bratislava vient de rentrer à Moscou. Ce retour est salué ce soir par un éditorial volumineux des Izvestia, le journal du gouvernement. Comme l'avait fait la Pravda ce matin, il s'agit de présenter les résultats de la conférence de Bratislava comme une nouvelle étape décisive vers l'unité et la cohésion du camp socialiste. L'attitude soviétique actuelle est résumée dans cette phrase. Les participants à la conférence de Bratislava ont exprimé leur volonté de développer leur coopération en respectant les principes de la souveraineté, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. À la question, les soviétiques ont-ils définitivement admis la libéralisation en Tchécoslovaquie? La réponse semble être positive, comme le montre cet éditorial des Izvestia. Mais il est certain qu'après la polémique avec Prague, qui a complètement cessé, une véritable campagne de presse est en train de démarrer pour rappeler aux Tchécoslovaques la contrepartie indispensable à cette libéralisation. Cette contrepartie, c'est la coopération renforcée sur les plans politiques, économiques et militaires avec les autres pays socialistes. Et puis à Prague, il y a la protestation de certains journalistes tchécoslovaques, une protestation contre le blâme infligé au général Prešlik. Ce sont ses critiques sur le fonctionnement du pacte de Varsovie qui avaient entraîné son limogeage. Enfin, à Prague aussi, on s'interroge toujours sur la date de la visite du président Tito. Une visite qui est annoncée depuis 3 semaines. Un porte-parole vient d'annoncer que le président yougoslave pourrait arriver dans les derniers jours de la semaine. Vietnam, aujourd'hui, conférence de presse de M. Nguyen Thanh Ly, porte-parole nord-vietnamien aux conversations de Paris. Rien de vraiment concret, toujours les mêmes réponses évasives, sauf peut-être cette réaffirmation que les questions concernant le Sud-Vietnam doivent être réglées par le peuple sud-vietnamien. On pourrait voir dans cette déclaration une des idées des présidents Thieu et Johnson et du Parlement sud-vietnamien. Il faut que s'ouvrent des conversations politiques directes entre le Sud et le Nord-Vietnam. À noter également cette déclaration de M. Nguyen Thanh Ly. Aucun règlement politique ne pourra être conclu si les États-Unis ne reconnaissent pas le Front National de Libération.
Le porte-parole de Hanoï n'a pas précisé si son pays jugeait comme indispensable la présence du FNL dans la deuxième phase des conversations officielles de Paris. On peut entendre par deuxième phase celle qui suivrait la cessation inconditionnelle des bombardements du Nord-Vietnam. Affaire française, peu de choses. Le budget de l'éducation nationale a été examiné ce matin à l'hôtel Matignon par M. Couve de Murville. Assistaient à cette réunion, bien sûr, M. Edgar Faure, le ministre de l'Éducation nationale, et messieurs Hortely et Chirac. Dans le courant de l'après-midi, le Premier ministre a reçu M. Gallet, le nouveau ministre de la Recherche scientifique. 48% des Français jugent que les événements de mai ont eu pour la France des conséquences négatives. C'est ce que révèle un sondage de l'IFOP que publie aujourd'hui France Soir. Chez les ouvriers, ce chiffre est encore supérieur puisque 51% des personnes interrogées estiment les conséquences négatives. Dans ce même sondage, il apparaît que 48% des Français sont satisfaits du choix de M. Maurice Couve-de-Murville comme Premier ministre, 12% se déclarent mécontents et 40% ne se prononcent pas. La délégation de l'UNEF a été expulsée du Festival de la Jeunesse à Sofia. Selon un porte-parole de l'Union nationale des étudiants de France, cette mesure aurait été prise par le Comité international préparatoire et le Comité français. Déjà, les dirigeants du mouvement étudiant avaient été refoulés à la frontière. L'UNEF se plaint également des brimades et des vexations dont plusieurs de ses membres ont été victimes. L'état d'exception décrété dans le Pays basque pour 3 mois permettra à la police espagnole de perquisitionner sans autorisation judiciaire. Cette décision de Madrid a été prise après les attentats commis par les membres d'organisations terroristes basques ces derniers temps. La police pourra maintenir en prison les suspects pour un temps indéfini. Les personnes qui pourraient troubler l'ordre public pourraient également être déplacées dans d'autres provinces espagnoles. Et puis, si vous le voulez, en fin de journal avant les sports, petinons un peu, Luigi Rizzi prendra-t-il la suite de Günther Sachs auprès de Bébé? On s'interroge beaucoup en effet sur les rumeurs selon lesquelles la vedette se séparerait de son mari. À Saint-Tropez, nul n'a aperçu cet été le playboy allemand. En revanche, toutes les estivantes ont les yeux rivés sur Luigi Rizzi, un jeune armateur italien de 24 ans qui accompagne Brigitte à chacune de ses sorties. De là, une nouvelle idylle, il n'y a qu'un pas que beaucoup ont franchi avec l'aide involontaire de la vedette qui ne semble pas s'inquiéter des rumeurs qui courent sur son compte et sur celui du beau Gigi. À vous, Daniel Potra. Les jeunes joueurs de tennis français Georges Goven et Patrice Dominguez ont causé une agréable surprise cet après-midi à Vichy. Dans le double de la Coupe de Galéa, ils ont battu les Espagnols Orantes Munoz en 4 manches, 6-2, 0-6, 6-1, 6-1. Hier, Orantes avait dominé Goven, mais ce matin, Patrick Proisy avait remis les 2 équipes à égalité. Le double de cet après-midi était donc décisif, car logiquement, demain, Goven, le meilleur joueur français, devrait s'imposer face au numéro 2 espagnol Munoz. La France a donc maintenant de sérieuses chances de conserver la Coupe de Galéa. Elle le doit à Proisy et Georges Goven, que l'on connaît bien, mais aussi à Patrice Dominguez, qui est né en 1950 à Alger et qui s'est présenté au micro de Claude Médieux. J'ai débuté à l'âge de 6 ans avec M. Roland Dubuisson comme professeur à Alger, qui avait gagné les championnats de France cadet et junior aux alentours des années 50, au moment de ma naissance. Ouais. Et maintenant, vous jouez à Primrose à Bordeaux? Oui, je joue pour le club de la Villa Primrose depuis maintenant, c'est ma 4e année. En ce qui concerne la Coupe de Galéa, vous avez déjà joué l'année dernière, mais cette année vous êtes invaincu dans cette coupe. Oui, si on peut dire, oui, j'ai joué 6 matchs en Belgique et je n'ai jamais perdu en simple et en double. Et ici, c'est mon 2e match et ma 2e victoire. Hier, vous ne pensiez pas jouer le double, car en principe, c'était Proisy. Mais en raison du match marathon Proisy-Munoz, c'est ce matin que vous avez appris que vous jouiez le double? Oui, c'est ce matin, vu l'état de fatigue de Patrick, on pensait qu'il valait mieux le réserver pour le 3e jour. Vous n'êtes pas trop déçu de ne pas jouer un simple demain? Est-ce que vous pensez au fond de vous-même qu'à l'heure actuelle, Proisy est meilleur que vous? Oui, il n'y a pas de problème. Patrick m'a toujours battu et Georges également, et il n'y a pas de problème, c'est eux qui doivent jouer les simples. De toute manière, vous en avez pour 3 ou 4 ans encore à jouer la Coupe de Galéa, donc vous aurez l'occasion de jouer un simple. Oui, j'espère, l'année prochaine ou dans 2 ans. C'était Patrice Dominguez qui a permis avec Georges Goven à l'équipe de France de mener par 2 victoires à 1 à l'issue du match de double de la Coupe de Galéa contre l'Espagne. Pour la 3e place de cette Coupe de Galéa, l'Italie a d'ores et déjà battu l'URSS puisque les Italiens mènent par 3-0. Je vous rappelle les titres d'Intersoir. Premier jour de la 29e convention républicaine des États-Unis à Miami. Ouverture à Addis Abeba des négociations de paix entre le Nigeria et le Biafra.
Et le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit dans 1 heure à la suite de l'incident d'hier entre Israéliens et Jordaniens. Intersoir est terminé. Prochaines informations tout à l'heure à 20 h. Bonsoir.